On est sur le Mont-Lozère, en zone centrale du parc national des Cévennes, le premier parc au monde où on a réfléchi à penser l'écosystème en incluant la présence de l'homme. Donc c'est intéressant parce que c'est une définition du parc qui est totalement opposée à celle du Yellowstone, où la nature est considérée comme naturelle par son degré de déshumanisation. Donc à Yellowstone, par exemple, on étudie les loups et on arrive à savoir quel est l'impact du loup sur le paysage, sur l'écosystème, sur la dynamique biologique. Mais on n'est pas en interaction avec l'homme. Et ça serait pas mal d'interroger, de rajouter l'homme quand même dans cette interaction, d'essayer de comprendre réellement comment ça fonctionne, quelles sont les différences dans les impacts sur les écosystèmes du comportement du loup en présence ou en absence de l'homme. Je cherche des signes, ouais, des signes de présence. C'est-à-dire ça paraît aberrant de chercher un animal sauvage et symbole du sauvage sur une route. Si tu commences pas par quelque chose d'objectif, c'est vraiment très hasardeux. Le loup, son organisation, elle est aussi beaucoup basée sur l'efficacité. La loi du moindre effort. Ils ont tendance, pour économiser leur énergie, à trouver que nos pistes forestières sont quand même très pratiques. Dégagées, les odeurs sont claires. Une trace de loup, tu fais ton petit coup de compas et tu vas avoir les 4 doigts dans ton histoire. Là, il avait plu et il y avait 2 coulées de traces. Il y en avait une là, qui passait là, et une qui était en parallèle ici. J'aime bien ce sol-là, parce que ce sol-là, tu vois qu'il est fait de particules très fines, et c'est sur un truc comme ça que j'ai vu mes 2 premières traces. Et puis, un petit peu plus bas, sur un espèce de replat, je vois ce cadavre de chien, avec ses os éparpillés. Puis 3 semaines plus tard, j'en ai retrouvé un autre qui lui était beaucoup plus frais. J'ai fini par trouver 2 cadavres de sanglier et une épine dorsale avec la tête de chevreuil. Ça ressemblait à quelque chose qui avait été vraiment mangé par un prédateur. Je peux vous montrer une crotte sur laquelle j'ai un doute. Chien, lynx ou loup. Maintenant elle est noire, vraiment noire. Preuve qu'il y avait beaucoup de sang. Et il y a des poils. Voilà. Une bonne petite crotte de prédateur, regarde ça. Avec tous ces poils, ces éclats d'os, cette odeur un peu étrange, pas forcément désagréable. Il faut que je l'envoie à l'ONCFS. Ils vont faire une analyse de l'ADN mitochondrial. Ils vont voir ce que c'est. Canidé ou pas canidé, si c'est du canidé, chien ou loup. Quand j'étais petit, j'ai appris la nature, j'ai appris les mares, j'ai appris les serpents, j'ai appris les aigles, les faucons. Ici, les arbres, comment on attrape les truites à la main. Ce qui est très étonnant, c'est que cette région, qui est une des moins peuplées de France, il y a 2 siècles, c'était la région la plus peuplée d'Europe. Elle était couverte de potagers avec des terrasses partout, des gens partout. Et au-dessus des châtaigniers, en haut des montagnes, il y avait les pâtures. Et puis, suite à la modernisation de la société, les paysans petit à petit ont été fournir la main-d'œuvre aux industries dans les villes. Donc tout cet espace est devenu forestier. On y a mis du gibier, en plus de celui qui revenait ou qui était déjà là, pour le plaisir des chasseurs. Et puis petit à petit, très tranquillement, en favorisant la croissance du gibier, petit à petit, les prédateurs sont revenus. Ce phénomène a lieu dans tous les pays développés. Tous les pays développés qui ont développé une puissance sociale et économique et politique qui fonctionne avant tout sur la ville et sur, on va dire, un art agronome extrêmement efficace. Donc le paradoxe de la modernité, c'est le retour du sauvage. Personne s'y attendait, personne ne l'avait prévu, et pourtant c'est une réalité. La polémique, c'est est-il présent ou pas, en sachant que la première fois qu'il a été vu, c'est au nord du Mont-Lozère en 98 par un agent de l'ONF. C'est guère qu'à 40 km à vol d'oiseau, hein. Donc quand même, dire qu'il n'est pas là,
c'est un peu essayer de gagner du temps. Et finalement, il y a d'autres gens qui les ont vus. Sur cette montagne, 5 h du matin, février 2007, 3. Là. Lui, il braconnait, donc il chasse la nuit. Il arrive dans un endroit, il entend du bruit, il éclaire, il les voit tous les trois qui le regardent. Et il se passe ce qui se passe assez souvent avec les loups quand les gens l'ont observé. Ils ont le loup en face d'eux, ils l'observent, et le loup disparaît alors qu'ils n'ont pas quitté les yeux. Donc j'ai commencé à réfléchir à la relation entre les animaux sauvages et les hommes. Je vais à Yellowstone en 2000, novembre 2000, février 2001. Là, j'ai réussi à m'intégrer à l'équipe loup pendant la période de récolte de données, qui s'appelle la Wolf Survey. Le but, c'est quand même d'essayer de comprendre le rôle écologique du loup. Et l'une des réponses qu'on doit donner, c'est quelle est sa relation aux proies, donc comment il les sélectionne. Et en même temps, cette réponse, elle est aussi importante parce qu'elle permet de voir si effectivement le loup est un grand méchant loup. L'action de prédation, c'est assez fondamental pour le bon fonctionnement d'un écosystème et d'une population de proies. Leur présence, leur action de prédation, transforme le comportement des ongulés, ce qui induit un autre mode de déplacement et un autre mode d'interaction avec les habitats, c'est-à-dire les végétaux, les forêts, donc pas de piétinement pour les prairies, possibilité de régénérescence parce qu'on ne mange pas tous les rejets des arbres, donc la forêt peut se régénérer. Ce que je trouve important, c'est que parce que cet être a un territoire extrêmement vaste, mais cet être est sur un rapport à l'odeur, il a une capacité de maîtrise du territoire incroyable. Donc du coup, on travaille avec des choses qu'on appelle des leurres. Celui-là, c'est ce qu'on appelle Montana Special. Si mon souvenir est bon, c'est à base de chat, donc c'est des préparations américaines. Et attention, ça sent fort. Donc on prend un petit bâton, on en badigeonne un petit peu les environs. Donc ça, vu que c'est fait un peu à base de chat, c'est plutôt quelque chose qui serait considéré comme un intrus territorial. Je pense pas que ça marche pour le loup en France. Le loup est tellement curieux, tellement perspicace, qu'une odeur nouvelle, à ce point nouvelle, ça peut l'intéresser, mais de là à l'attirer systématiquement, non. Sinon, c'est des glandes anales de coyote. Et donc ce que j'aimerais faire en France, moi, justement, c'est fabriquer les leurres français. Fabriquer les leurres qui intéressent les loups français. Qu'est-ce qui l'attire, qu'est-ce qui le dérange? C'est ce qu'il y a de pire pour un loup. Se retrouver dérangé sur son territoire, c'est quelque chose qui est vraiment infernal. Ouh, débute. Et puis le dernier point, c'est de l'urine de loup. La fameuse urine de loup. Alors si on a un peu de chance et qu'on tombe sur une femelle avec cette urine de mâle, ça devrait marcher. Chaque fois qu'on parle des problèmes que pose le loup, en règle générale, on parle des problèmes que les éleveurs ont. Donc j'ai été habitué depuis longtemps à réfléchir à ça. Les vieux, avant nous, ils s'étaient tous battus contre le loup, ils l'avaient éradiqué. C'est qu'il y avait bien une raison. Après, bon, qu'il y en ait, qu'on cohabite, ça je veux bien, mais il ne faut pas non plus après tomber dans l'excès, quoi. Déjà qu'on est de moins en moins d'éleveurs et de tout. Si chaque fois que tu sors les brebis, il te faudra le fusil, 4 chaînes de protection et te dire je vais me faire bouffer encore, merci, quoi. Bien souvent, c'est des enfin, comme moi la vois l'an dernier, là, quand il y a eu la grosse attaque, là, pas loin de là où on était en montagne. Il a cartonné tout ce qui passait, il n'a pas cherché à tuer une bête malade. Hein. Il faut à tout prix ne pas prendre en otage dans des discussions morales et autoritaires les chasseurs et les agriculteurs, les faire participer avec les écolos, les faire participer à une nouvelle compréhension et un nouveau regard sur la fonctionnalité de ce qui nous entoure et de là où on vit. Il faut admettre que de là où on vit, on n'y comprend pas grand-chose. C'est-à-dire, on peut le dire autrement, on y comprend énormément, mais il y a tellement à apprendre dans une situation comme la nôtre, c'est-à-dire une situation de changement climatique. Ça veut dire quoi une situation de changement climatique? Une situation où les conditions de milieu changent. L'idée, c'est que tout d'un coup, c'est tellement opératoire un loup, ça remet tout le monde en place, comme un chef d'orchestre. Nous devons assumer qu'on est les compositeurs, il est le chef d'orchestre, et tout d'un coup, pourquoi ne pas se servir
du savoir et des effets positifs qu'il peut avoir pour nous, mais non pas uniquement à un niveau esthétique et éthique, mais à un niveau économique.